les organisateurs et aussi pour les propos introductifs. Donc les organisateurs, donc à la fois la CRES, la Banque Postale, qui est aussi une entité du groupe Caisse des Dépôts, on peut aussi le souligner, et puis la Banque des Territoires. Je voudrais saluer, bien entendu, la présence de l'ensemble des collectivités locales. Vous les avez évoquées, donc les départements. Je crois qu'il y a des collectivités importantes. Il y a aussi les communes PVD. Voilà, je souhaite les saluer. Et puis, bien entendu, toutes les entités, structures qui sont intéressées par cette thématique, et notamment les porteurs de projets. Comme vous le savez, la Banque des Territoires, qui est une émanation du groupe Caisse des Dépôts, est au service de l'intérêt général et du développement des territoires pour développer des territoires qui soient plus attractifs, plus inclusifs, plus durables et plus connectés. Et dans ce cadre, parmi toutes les actions de la Banque des Territoires, de la Caisse des Dépôts, nous avons lancé un grand plan de relance pour faire face à la crise liée au Covid et puis pour relancer l'activité et répondre aux besoins des territoires. Et dans le cadre de ce plan de relance, la Banque des Territoires donc, a soutenu donc, cet AMI soutien de la transition alimentaire, ayant pour objectif d'accélérer la dynamique de transition des systèmes alimentaires pour promouvoir une alimentation saine, durable et accessible. Vous l'avez évoqué. Donc ce sujet d'ailleurs est de plus en plus prégnant avec aujourd'hui malheureusement la crise en Ukraine et les sujets de souveraineté, notamment énergétique, mais aussi alimentaire. Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup d'innovations qui voient le jour sur cette thématique. Et la Banque des Territoires se positionne pour les soutenir de plus en plus, que ce soit sur l'agroécologie, la reterritorialisation de l'alimentation, que ce soit les sujets que vous avez évoqués, de légumerie, conserverie, plateforme de distribution, les circuits courts, puisque nous sommes aussi très mobilisés sur les questions de mobilité, liées aussi à la transition énergétique écologique d'ailleurs, les marchés d'intérêt local, les tiers-lieux, je crois que je les ai évoqués. Voilà, donc nous souhaitons soutenir ces initiatives, ces projets, à travers d'ailleurs l'ensemble de nos modalités d'intervention, que ce soit en ingénierie, en financement ou en investissement en fonds propres, en soutenant des outils aussi, et à travers donc, cet appel à manifestation d'intérêt qui est doté d'une enveloppe d'investissement de 26 millions pour donner les moyens à ces initiatives, à ces projets de se développer et de voir le jour sur les territoires. C'est vraiment aussi l'ancrage territorial qui est recherché au même titre que le sujet de l'alimentation, de la transition alimentaire ou le sujet environnemental. Mais aussi, et ça c'est notre ADN, la Banque des Territoires recherchera aussi, bien entendu, le modèle économique qui va bien, et ce sont d'ailleurs des critères qui sont retenus dans le cadre de nos investissements. Donc on est sur le soutien de structures du champ de l'ESS ou de l'économie mixte, mais je reviens sur le champ de l'ESS, vous l'avez évoqué, la Caisse des Dépôts et la Banque des Territoires est très présente dans ce secteur. Je salue d'ailleurs Anne-Lise Martiaux de la direction régionale qui est sur cette activité assez prioritaire pour nous et qui voilà, est très mobilisée sur le sujet de cette AMI, de la transition alimentaire et accompagne l'ensemble des structures de l'ESS de la région Pays de la Loire au sein de la direction régionale. Donc on est sur une AMI, il y avait une première tranche qui avait été lancée le 28 juin 2021 pour 3 ans. Il y avait déjà eu des premiers candidats qui ont été retenus. Voilà, on souhaiterait qu'il y ait maintenant des candidatures ligériennes. Je crois que c'est important pour la région. Et ce webinaire donc, sert à ça.
hein, qu'il y ait des projets que nous pouvons retenir et puis surtout soutenir côté Banque des Territoires, et c'est vraiment notre objectif, au même titre que bien entendu la CRES et la Banque Postale. Voilà pour mes propos introductifs. Je remercie à nouveau encore une fois tous les organisateurs et salue l'ensemble des participants à ce webinaire. Et je renouvelle à la fois le soutien de la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, des équipes de la direction régionale à ce dispositif. Vous pourrez compter sur nous pour l'accompagnement qui va se mettre en place, qui a déjà été mis en place, mais qui va se développer encore sur les prochaines semaines et prochains mois. Merci beaucoup à vous tous. Et je crois que c'est la Banque Postale qui va prendre le relais. Et dans le cadre de la synergie groupe Caisse des dépôts, je salue Jean-Marc du Cimetière, le directeur du centre d'affaires, qui va intervenir dans la foulée. Merci beaucoup à vous tous et surtout un excellent webinaire. Merci beaucoup, Michel Stan. Nous passons la parole à Jean-Marc du Cimetière. Donc, bonjour à tous, bonjour Philippe, merci pour ces propos introductifs. Effectivement, la Banque Postale est filiale du groupe Caisse des dépôts et on en est très fiers. Donc, pour ma part, je suis très heureux d'introduire cet événement digital aux côtés de la Banque des Territoires et de la Chambre régionale, la CRES, sur une thématique qui nous est chère à tous. Un grand merci bien sûr à vous tous les participants, de vous être rendus disponibles ce matin. Cela nous encourage à multiplier ce type d'initiative dédiée, mêlant accompagnement, conseil et financement de vos projets. Donc pour la Banque Postale, c'était, je dirais, presque juste une évidence d'être co-organisateur de ce webinaire. Évidence car la Banque Postale a adopté en février dernier le statut d'entreprise à mission, qui l'engage à poursuivre des objectifs extra-financiers sur le plan social et environnemental, avec des moyens importants, et un suivi des actions, bien sûr. On partage en quelque sorte un ADN commun en cela. Donc, elle est pionnière dans la transformation du modèle bancaire et plus largement de l'économie vers des modèles d'affaires plus pérennes et plus responsables. C'était une évidence également car la Banque Postale est une entreprise ancrée dans les territoires et engagée à en soutenir tous les acteurs, quels qu'ils soient. Et enfin, une évidence car engagée depuis déjà quelques années, malgré sa jeunesse, la Banque Postale fête juste ses 16 ans, donc engagée dans la transition énergétique et écologique. Je vous rappelle ou je vous signale que la Banque Postale est la première banque mondiale en matière de RSE et de trajectoire de décarbonation sur des notations externes. Première banque à annoncer sa sortie des financements et investissements dans les énergies fossiles. Elle déploie par ailleurs des financements, des placements verts, des crédits à impact. Donc c'est toute une logique. Engagé depuis déjà quelques années dans la transition écologique, il était plus que logique que la Banque Postale s'engage également dans la transition alimentaire. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à vos côtés. Donc cette transition alimentaire, vous en êtes les principaux acteurs. Ce webinaire est construit pour vous. Accompagnement, financement. Donc désormais, parole aux experts qui sont autour de la table. Au village La Poste. Je vous souhaite donc une bonne matinée et suis à votre disposition avec les équipes, et j'en profite en dernier mot pour remercier Mélina et Marion qui auront l'occasion de s'exprimer tout à l'heure au nom de la Banque Postale. Merci à tous et bonne matinée. Merci beaucoup, Monsieur Cimetière. Et effectivement, là, on va pouvoir rentrer dans des éléments plus techniques, entre guillemets. On a vu que pour la Banque des Territoires, cette question de la transition alimentaire, c'est un enjeu, une priorité. Et donc, on va laisser la parole maintenant à Anis Marchot, chargée du développement territorial ESS, pour nous préciser le contenu de cet appel à manifestation. Pensez bien à vérifier que vos micros sont coupés, s'il vous plaît. Et à Anis, n'hésitez pas en parallèle, si ça suscite des questionnements, à l'indiquer dans le chat. On aura un temps de questions-réponses après la présentation. On pourra repartir de ces questions. Voilà, je vais faire. Bonjour à tous. Je vous remercie en effet de vous être connectés à ce webinaire sur la transition alimentaire.
Donc, comme vous l'indiquez, Philippe Jusserand, directeur régional de la Banque des Territoires pour la direction régionale des Pays de la Loire, la transition alimentaire est en effet une thématique forte et pour laquelle la Banque des Territoires. Je ne sais pas, on a un écho ici, je ne sais pas si vous le partagez. Est-ce que vous pouvez vérifier que vos micros sont bien faits? Peut-être c'est des personnes qui viennent de nous joindre aussi de se connecter. Si vous pouvez vous assurer que... Merci. Voilà, c'est résolu. Merci beaucoup. Donc, la transition alimentaire, je vous le disais, est une thématique que souhaite vraiment soutenir la Banque des Territoires. C'est pour cela qu'elle a donc lancé un appel à manifestation d'intérêt qui qui a été lancé en juin 2021 et qui est lancé pour 3 ans. Donc, c'est un appel à manifestation d'intérêt ouvert. C'est-à-dire que tout au long de ces 3 ans, des dossiers, des projets pourront être sélectionnés, mais avec aussi des phases au cours de laquelle des vagues, les projets sont étudiés. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt représente 23 millions d'euros de fonds mis à disposition de l'accélération de la transition alimentaire. Et ces fonds sont bien sûr à vocation de soutien de vos projets. Donc, ceci dans le cadre du plan de relance et pour une alimentation durable, saine et accessible à tous. Donc, ces fonds, dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, pourront soutenir l'ingénierie de vos projets avec un soutien en totalité par la Banque des Territoires, donc des dépenses prises en charge à 100%, et ensuite un soutien en investissement dans vos fonds propres et quasi-fonds propres. Donc, nous allons ensuite encore plus détailler les méthodes d'intervention de la Banque des Territoires pour soutenir vos projets. Mais nous allons déjà vous indiquer à qui s'adresse cet appel à manifestation d'intérêt. Et pour cela, je vais laisser la parole donc à la CRES, qui est particulièrement, je dirais, engagée dans le soutien des structures de l'ESS. Oui, donc cet appel à manifestation d'intérêt, donc comme vous le voyez sur l'écran, est à destination des structures à impact, donc structures de l'économie sociale et solidaire. Dans la transition alimentaire, ce sont essentiellement des structures sous statut associatif ou coopératif, mais on va dire dans le statut coopératif plutôt des scopes ou des cycles, donc sociétés commerciales d'intérêt collectif, qui peuvent être, en tout cas, postuler à l'AMI. Ce sont également des sociétés commerciales, on peut appeler à impact dans le sens où ce sont sociétés commerciales sous statut SAS avec le petit tampon économie sociale et solidaire comme le prévoit la loi ESS et ou des sociétés commerciales dites à mission. La Banque postale a parlé des entreprises à mission. Voilà, ce sont aussi un statut qui peut rentrer dans cette AMI. Ce sont toutes les structures d'insertion par l'activité économique, qu'elles soient chantier ou entreprises d'insertion ou entreprises intermédiaires, par association intermédiaire, ou des structures qui sont ce qu'on appelle sur le travail protégé ou adapté, donc plutôt des structures qui sont sur le handicap. Donc voilà les trois en tout cas critères statutaires pour être éligible à l'appel à manifestation d'intérêt. Sont également éligibles les entreprises publiques locales, collectivités territoriales, donc soit des SEM, des SPL, des SPLA, sociétés publiques locales ou sociétés publiques d'aménagement. Donc ça, voilà, ce sont également, l'AMI est également ouvert à ces collectivités, aux collectivités territoriales et qui font bien sûr le lien aussi avec les programmes alimentaires territoriaux, les PAT, qui peuvent être aussi intéressants pour développer de nouveaux projets. Donc ça, ce sont les statuts juridiques. Préciser également dans l'appel à manifestation d'intérêt qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc
de manière très synthétique, les projets doivent rentrer dans la chaîne de valeur de la transition alimentaire, c'est-à-dire ce qui va de la production jusqu'à la distribution. Donc, on pense sur l'aspect mode de production, tout ce qui est autour de nouveaux modes de production comme la permaculture, l'agriculture biologique, comment dire, les nouvelles formes de production, nouvelles formes agricoles alternatives et innovantes qui permettent justement d'être vraiment dans cette thématique de la transition. Tout ce qui est aussi unité de transformation, donc on le sait très bien sur notre territoire, on a également des légumeries, des conserveries. On verra tout à l'heure dans les exemples des lauréats de la précédente vague de l'AMI, où voilà, des légumeries, des conserveries ont également été lauréats de l'AMI. Plateforme logistique, marché d'intérêt local, donc plateforme logistique, on en a sur le territoire également. Donc ce sont aussi toutes ces plateformes qui permettent après de redistribuer aussi sur un territoire pour être vraiment sur du circuit court. Et puis aussi ce qu'on appelle des cuisines centrales, des supermarchés coopératifs. Donc cuisine centrale, on peut penser aussi pour les collectivités territoriales justement à pouvoir davantage centraliser et vraiment transformer aussi les produits pour aller sur la distribution dans les cantines scolaires. Et puis les supermarchés coopératifs qu'on voit se développer de plus en plus au niveau du territoire français, mais aussi au niveau du territoire ligérien. Et puis, ce qui est très novateur et ce qui est aussi en fort développement sur notre territoire, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux nourriciers, qui permettent sur un même lieu donné d'avoir un certain nombre d'acteurs qui puissent justement retrouver un peu le sens à la terre et pouvoir développer de nouvelles formes de production, mais aussi de distribution. Donc voilà un peu pour la chaîne de valeur. Donc, à titre d'exemple, et c'est ce qui est ressorti aussi de précédent appel à manifestation d'intérêt, on voit voilà, qu'on est sur légumerie, maraîchage, des food labs qui sont aussi présents sur notre territoire, des plateformes justement à destination de la restauration collective. On voit que l'ensemble de ces exemples-là sont vraiment tournés sur une transformation de notre alimentation en étant vraiment sur une alimentation plus humaine et plus territorialisée, respectueuse de l'environnement. Le label bio n'est pas forcément stipulé dans les critères, mais on voit qu'on s'est vraiment redonné du sens à une alimentation durable et saine, comme le disait Agnès tout à l'heure. Et puis, on est vraiment sur, et c'est ça qui est intéressant sur la chaîne de valeur, on est vraiment sur l'amont et l'aval de notre système alimentaire territorial, donc de la production jusqu'à la distribution. Et forcément, en répondant à ces critères-là, on répond à un impact social et local très fort. Voilà pour ces exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas qui font sens pour notre territoire. Monsieur Jusserand disait que pour le moment, on n'a pas encore de lauréat ligérien, mais quand on voit l'ensemble de ces exemples-là, on voit bien qu'il y a largement la place pour avoir de nombreux projets ligériens qui répondent à cette AMI. Merci Karine. Donc, en effet, pas encore de projet ligérien, mais 2 qui se sont positionnés en avril, donc le mois dernier, et donc on a bon espoir qu'ils soient retenus. Donc, les critères de sélection, en effet, dans un appel à manifestation d'intérêt, le projet, pour être retenu, devra répondre à un certain nombre de prérequis, comme l'existence d'un modèle économique viable et robuste. En effet, la Banque des Territoires souhaite soutenir des projets d'envergure, mais en effet, les projets devront avoir une maturité suffisante, et cette maturité sera regardée notamment au travers du business plan et de sa corrélation avec le prix de marché. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous accompagner pour travailler votre projet et pouvoir candidater à l'appel à manifestation d'intérêt. Ensuite, le projet devra avoir une taille suffisante. En effet, les outils de la Banque des Territoires
sont plutôt tournés vers des projets d'envergure importante, puisque notre intervention au niveau des fonds propres ou quasi-fonds propres ne pourra être inférieure à 200 000 €. Donc, ce qui nécessite des projets importants et une capacité à mobiliser des financements importantes. Et donc, nos interventions se font en pari passu, ce qui indique qu'en face du ticket minimum de 200 000 € de la Banque des Territoires, vous devez avoir un autre investisseur à impact. Donc, cet autre investisseurs à impact, nous pourrons vous aider à le mobiliser. Nous travaillons en Pays de la Loire de manière très importante avec France Active notamment, mais je peux vous donner des exemples, INCO, Mimosa, l'URSCOP, EFIN Gestion, enfin il y en a une grande palette de ces investisseurs à impact et nous pouvons vraiment vous accompagner pour les mobiliser et répondre à ce critère. Ensuite, vos projets devront avoir un fort impact social. Donc, cet impact social, c'est quoi? C'est son accompagnement à l'emploi. Donc, notamment par l'insertion de personnes éloignées de l'emploi, mais ça peut être aussi des projets ouverts à la pédagogie et donc aussi un impact environnemental important. Donc ça, c'est des projets qui, en général, répondent sans difficulté à cette exigence et territoriale. Alors, quand on parle d'impact territorial, ce sont la nécessité d'être ancré dans le territoire et de pouvoir développer des partenariats, notamment avec les collectivités territoriales, mais aussi l'État, qui est aussi très engagé dans la transition alimentaire. Voilà. Donc, alors là, on va vous présenter de façon encore plus concrète les outils. Donc, je vous indiquais au début qu'il y avait une possibilité de financer l'ingénierie du projet, donc un financement pris en charge totalement par la Banque des Territoires, avec un montant de 30 à 50 000 € en moyenne par projet. Et donc, bien sûr, cet investissement en ingénierie ne sera fait que pour vous permettre de passer à l'étape suivante et que la Banque des Territoires vous accompagne en investissement. Donc, c'est un marché à vente commande et il a pour but, en fait, ce marché, de vous permettre de vous aider dans la consolidation financière et juridique de votre business plan, des études de marché, enfin, tout besoin que vous aurez ressenti, que vous n'aurez pas encore pu, auquel vous n'aurez pas encore pu répondre. Donc, en fois que votre projet est bien structuré, nous allons en effet travailler ensemble à la façon de pouvoir au mieux l'accompagner et investir en fonds propres ou quasi-fonds propres dans votre projet. Donc, l'outil privilégié est le prêt subordonné à intérêt participatif. C'est un outil qui est particulièrement, qui a été développé par la Banque des Territoires pour soutenir particulièrement les structures de l'ESS, qui est donc un prêt qui sera de 7 à 10 ans avec une possibilité d'avoir un différé d'amortissement de 3 ans et qui, comme je vous l'indiquais, devra avoir d'autres investisseurs qui interviennent par ce type d'investissement. Alors, on peut aussi intervenir autrement par des prises de participation comme les titres participatifs, pardon, les obligations convertibles, enfin tous les outils de la Banque des Territoires.
Mais sachez que je suis là sur cette thématique pour vous accompagner et l'ensemble de mes collègues, notamment les chargés de développement territoriaux qui, eux, sont vraiment basés sur vos territoires, sont tout à fait professionnels et vous solutionneront tous vos questionnements. Donc, les candidatures, donc, comme je vous l'indiquais, c'est au fil de l'eau pendant les 3 ans, et des comités qui sélectionnent les projets 2 à 3 fois par an. Donc, le prochain sera en septembre 2022 avec un dossier à remplir. Là aussi, nous sommes là pour vous accompagner. Et la spécificité en Pays de la Loire, c'est ce partenariat que nous avons pu nouer avec la Chambre régionale de l'ESS, donc la CRES, pour vous accompagner dans le montage du projet et vous permettre de lever un à un les freins s'il en existe, pour vous permettre de candidater et surtout de vous aider dans le développement de votre projet. Alors, comme on le disait tout à l'heure, lors de la première session du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt, donc 9 projets ont été sélectionnés. Donc là, vous voyez leur logo à l'écran. On ne va pas tous un à un vous présenter chacun des projets, mais ils seront de toute manière envoyés à la fin du webinaire en même temps que les différents supports de présentation. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, le Coxy Saveur, qui est situé dans le Grand Est, le projet était la création d'un laboratoire de transformation de produits carnés, laitiers et de légumes. Donc, on est vraiment, comme on disait, sur la chaîne de valeur, sur l'aspect transformation, avec un objectif de créer aussi des magasins de producteurs avec lesquels ils travaillent. Donc, un exemple assez concret aussi de types de projets qui ont été lauréats. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon, les jardins de Solène c'est la création d'une légumerie qui permet de valoriser aussi les écarts de tri entre fruits et légumes sous forme de produits de ce qu'on appelle de 4e gamme pour la restauration collective et l'aide alimentaire. Donc voilà encore un exemple concret aussi de projet, avec aussi ce projet-là aussi l'objectif de développer une offre, une nouvelle gamme de produits transformés à destination de la grande distribution et voire d'autres restaurations collectives. Donc encore un exemple assez concret de lauréat. Ou autre projet qui a été retenu, donc Terra Alternative, qui est une SIC qui est basée en Occitanie, qui fait partie du réseau des coopératives Terra Alter, qui a été créé en 2015 et qui, eux, assurent l'étape de production, distribution, transformation de fruits et légumes bio. Donc, on voit qu'ils sont sur quasiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ce projet était là aussi, enfin, l'AMI a permis aussi de soutenir un projet de création de fermes écologiques, justement, qui permet de produire et de transformer ces fruits et légumes bio. Pour à la fois développer aussi une offre de formation, mais aussi créer des emplois locaux. Donc, on voit aussi un autre exemple de projet soutenu. Vous voyez aussi Moi Moche et Bon, donc je vous fais un petit teasing parce que ça sera le porteur de projet qui va nous présenter son projet, qui va justement permettre à travers sa présentation de vous montrer comment il a réussi à répondre à cet appel à manifestation d'intérêt et vous montrer que c'est possible justement de pouvoir y postuler et du coup de vous montrer aussi tout l'intérêt qu'il y a à aller sur ce type d'AMI. Voilà pour les projets sélectionnés. Donc le détail des autres projets vous seront envoyés, comme ça vous donnera aussi des idées. Mais comment candidater? Voilà, donc j'ai en effet commencé à vous indiquer la façon de candidater. Donc, on a une page web dédiée pour cela, avec sur cette page web un dossier de candidature à télécharger. Donc, avec en effet des éléments à indiquer dans ce dossier, des documents à rassembler et donc un accord
d'accompagnement de la CRES. Ce dossier sera ensuite étudié notamment par la direction à l'investissement, la cohésion sociale et territoriale DIXT, qui est une direction au niveau du siège de la Banque des Territoires, qui est totalement dédiée au soutien des structures et surtout des projets de l'ESS par la Banque des Territoires. Et donc, vous aurez la chance d'avoir votre projet challengé à la fois par le siège de la Banque des Territoires, mais aussi par la direction régionale des Pays de la Loire. Et votre dossier, s'il est retenu en éligibilité, sera ensuite étudié lors d'un comité de sélection. Et ce comité de sélection regroupe notamment des experts nationaux de la transition alimentaire. Donc, c'est vraiment aussi une opportunité pour mettre en visibilité votre projet. Qui ensuite pourra rentrer dans une collaboration avec les autres projets retenus, puisque c'est aussi ça l'intérêt de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est pouvoir créer des interactions entre les porteurs de projets et que chacun puisse grandir en s'inspirant des autres projets. Donc, c'est vraiment une force et un intérêt pour vous, pour pouvoir avancer encore plus vite et surtout être soutenu dans votre projet. Merci. Alors, avant de passer à la présentation du porteur de projet, Agnès, on a deux questions dans le chat. La première est est-ce qu'il y a une durée d'existence minimum de la structure pour candidater? Alors, il n'y a pas de durée de minimum. Cependant, c'est vrai que pour les structures en création, il y en a un. Mais on souhaite vraiment que, en tous les cas, les perspectives de développement soient déjà très bien définies. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez aussi, ce qui est le cas parfois, candidater, puis qu'on vous dise que la maturité de votre projet, à l'instant T, ne peut permettre d'être retenu. Sachant que par contre, votre projet, l'appel à manifestation d'intérêt étant ouvert sur 3 ans, ça peut aussi vous permettre ensuite d'être accompagné pour candidater à une autre vague. Alors, je vois que Monsieur Vigneron, vous avez posé cette question-là, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez allumer la caméra, si c'est possible. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour, enchanté. Donc moi, c'est Thomas Vigneron. Je suis porteur d'un projet qui s'appelle Amo. Donc c'est une plateforme de mise en relation entre producteurs en vente directe et consommateurs. Si je pose cette question-là, c'est parce que du coup, notre structure, elle est assez récente puisque la SAS, donc c'est une SAS, statut ESS, qui est créée depuis février. Et en fait, on lance la version bêta, on va dire, dans un mois sur le secteur Vendée pour ensuite déployer durant tout l'été si ça marche. Du coup, ma question, voilà, c'est par rapport à ça, puisque du coup, je pense qu'en septembre, on aura déjà 3 mois, enfin, on aura lancé le produit sur le marché, on aura déjà pas mal d'indicateurs économiques et liés aussi à la dimension impact. Donc voilà, si je pose cette question-là, c'est tout simplement pour savoir si en septembre, vous pensez qu'on peut candidater ou si clairement c'est trop tôt, ou enfin voilà, c'est un peu pour avoir votre point de vue là-dessus, quoi. Alors, moi, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez pas à
prendre contact avec moi ou à laisser votre mail dans le chat et je vous recontacterai parce que c'est vrai, c'est délicat de pouvoir vous répondre comme ça, mais de toute façon, Ouais. on peut travailler ensemble à regarder. Si c'est pas en septembre, ça pourra être en janvier 2023, enfin à la Ok. première vague de 2023. Mais D'accord. a priori, je pense qu'on pourrait travailler ensemble à déposer le dossier pour septembre 2022. Avec plaisir. Ok, super. Bah, je laisse mon mail dans le chat pour qu'on puisse en parler. Ouais, bien, merci. Sinon, je l'ai, je Super. pourrais le lire. Très bien, merci. Sans problème. Merci beaucoup. Alors, Agnès, la deuxième question est en lien, tu as répondu un petit peu là en répondant à M. Vigneron. C'est est-ce que la session de septembre sera la dernière? Pas du tout. Donc, en effet, c'est la dernière probablement et même certainement de 2022 puisque c'est 2 à 3 sélections de projets par an. Mais donc, l'appel à manifestation d'intérêt est sur 3 ans. Donc, l'année prochaine, vous pourrez encore et surtout candidater. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat. On a encore quelques minutes si d'autres personnes veulent prendre la parole ou poser d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, ça peut être des questions de précision ou des choses par rapport à vous, vos interrogations, par rapport à votre projet à lui. Quelqu'un. Bah, moi, bon, après, c'est plus des questions techniques, mais typiquement, après, intérêt participatif, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, le côté intérêt participatif, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'il y a un taux d'intérêt fixe et à celui-ci est rajouté un taux d'intérêt qui varie selon les bénéfices de la structure et donc qui est négocié avec vous. Donc, si la structure a une activité qui ne lui permet pas de dégager des bénéfices, cet intérêt ne sera pas activé. Par contre, Ok. il le saura si ça fonctionne très bien. Donc, ça permet de moduler le taux. Ouais, Ça d'accord, ouais. travaille aussi ensuite. Ok, donc typiquement, nous concernant, nous, on est plus sur un modèle de développement start-up, on va dire, a priori. Donc, il y a de fortes chances, effectivement, qu'on ne dégage pas de bénéfices d'ici au moins 1 an, puisqu'on va plutôt investir sur le développement technique et commercial. Donc, ça veut dire que, d'accord, du coup, on paiera des intérêts plus tard, enfin, au moment, enfin, voilà, c'est modulé en fonction de la rentabilité, etc. Voilà, pour les intérêts participatifs, mais il y a toujours Ok. un taux de Ouais, bien sûr. base. Ouais, bien sûr. Ok. Du coup, une autre question, Anne-Lise. Est-ce que le montant apporté par France Active ou un autre acteur doit être également être du même montant que celui de la Banque des Territoires, c'est-à-dire 200 000 euros? Oui, effectivement, il faut au minimum qu'il soit à parité du montant apporté par la Banque des Territoires. Est-ce que du coup, la personne qui a posé la question veut réagir ou la réponse? Mais maintenant, comme je vous l'indiquais, nous, tous les projets souvent arrivent sans cet investissement ou parfois justement arrivent par un investisseur à impact qui va accompagner le porteur de projet vers la Banque des Territoires. Où nous, on va vous accompagner vers France Active parce que on est habitué à travailler ensemble entre acteurs du financement et donc c'est rarement un frein. Du coup, je réponds à Madame Cartereau pour Ecofolis. Donc, n'hésitez pas. Enfin, on a vos coordonnées via les inscriptions. Donc, on reviendra vers vous pour avoir un échange plus précis, comme vous nous demandez sur l'AMI. Une autre question, Annelise, comment pouvoir bénéficier de l'accompagnement à la CRES pour le montage du dossier?
Donc, bon, alors, en effet, la Banque des Territoires a fait une convention de soutien à la CRES pour qu'elle-même puisse, en complément de ce qu'elle fait déjà de manière très importante et professionnelle de soutien de cette transition alimentaire, particulièrement accompagner les porteurs de projets pour leur permettre, dans la première étape, de pouvoir candidater à l'appel à manifestation d'intérêt. Et ensuite, vous rentrez dans l'accompagnement de la Banque des Territoires qui, là, en fait, est réalisé vraiment par nos services et on vous guide tout au long de votre projet. Mais en amont, vraiment, en effet, on s'est dit que peut-être aller sur une page web et seul candidater, remplir un projet, c'était, enfin, un dossier, c'est peut-être un petit peu difficile. Donc, on a souhaité particulièrement vous accompagner en Pays de la Loire. Du coup, pour rebondir sur ce que vient de dire Anne-Lise, on va revenir vers vous, notamment les personnes présentes qui ont émis un intérêt justement à cette appel à manifestation d'intérêt, justement pour pouvoir faire un temps collectif ensemble, pour pouvoir travailler justement, décrypter l'AMI et puis vos projets pour que vous puissiez être en capacité d'y répondre. Donc, on reviendra vers vous pour fixer une date et travailler ensemble sur le dossier. Une autre question admise dans le chat. L'accompagnement se fait donc uniquement par prêt ou entrée au capital, pas de subvention par exemple. Et est-ce qu'il y a des dépenses qui ne sont pas éligibles pour le dispositif, par exemple l'immobilier ou l'équipement? Donc, oui, en effet, on n'intervient pas en termes de subvention. La Banque des Territoires intervient très, très peu, mais n'intervient pas en termes de subvention. Ce n'est pas son mode d'intervention. C'est vraiment une intervention en investissement dans les fonds propres ou quasi-fonds propres. Et pour ce qui est des dépenses, en effet, c'est à la fois immobilier et immobilier. Donc, on a vraiment la possibilité d'intervenir sur l'ensemble de vos dépenses, donc y compris l'achat du matériel pour réaliser les cultures des produits. Une autre question, comment ça se passe au niveau des garanties à apporter pour le prêt à intérêt participatif? Donc, c'est la spécificité là aussi de la Banque des Territoires, c'est qu'elle intervient donc non pas comme les autres banques, donc la Banque Postale pourra compléter mes propos, mais elle intervient au niveau des fonds propres et quasi-fonds propres, donc en haut de bilan. Donc, c'est sa spécificité et les garanties sont celles de l'étude de votre projet. Donc, le travail que nous menons ensemble à bien travailler votre business plan. Et ce sont les seules garanties qui sont demandées par la Banque des Territoires. Donc, il n'y a pas de garantie spécifique à apporter autrement. Sur la partie Banque Postale, je pense qu'on y reviendra plus en détail tout à l'heure pour vous expliquer comment la Banque Postale peut intervenir sur les thématiques qui ne sont pas couvertes par la Banque des Territoires. L'heure passant et les questions, il y a un peu de questions dans le chat, je vous propose de passer justement à la présentation de la cycle Moche et Méchant. Moi. Je savais que j'allais la faire. Moi, j'ai compris. Pour concrètement vous montrer comment ça se passe grâce à la présentation de Monsieur Price. Oui, est-ce que vous nous entendez correctement, Adrien? Et merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien et on part pour un voyage dans le Grand Est là avec vous. Absolument. Bonjour à tous, merci pour ces propos introductifs. Effectivement, moi je suis en Alsace, à Strasbourg, comme d'autres projets de la première vague dans la région Grand Est.
Je pense que je vais d'abord commencer par rapidement expliquer exactement ce qu'on fait chez Moi Moche et Bon. Donc, on est une entreprise coopérative, une SKIC, active depuis 2017. Nous, en fait, le point d'entrée de notre activité, c'est l'engagement contre le gaspillage alimentaire. Donc, et le point de sortie, c'est de produire des produits artisanaux à haute valeur ajoutée, à forte qualité. Donc, nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche de producteurs de la région et d'ailleurs, et on rachète leurs écarts de tri. Donc, on en parlait déjà tout à l'heure avec un autre projet qui revalorisait les écarts de tri. Il y a un vrai sujet là-dessus, c'est 10 à 15% des récoltes selon les fruits ou les légumes. Donc, nous, on les rachète aux producteurs. C'est important de dire qu'on les rachète parce qu'il y a vraiment cette notion de juste rémunération. Les écarts de tri, finalement, même s'ils sont plus petits, plus gros, un peu déformés, ils ont fait l'objet de la même intention, du même investissement au moment de la récolte, du tri, etc. Donc, c'est important finalement de valoriser ce travail-là. Et très concrètement, alors déjà d'une part, potentiellement, ce sont des fruits et des légumes qui peuvent être jetés, pas toujours, hein. Il peut y avoir des débouchés, ils peuvent être donnés aussi aux animaux ou des choses comme ça. Mais souvent, c'est jeté. Donc, il y a déjà ce côté-là de gaspillage. Et ensuite, comme je le disais, ce côté non-valorisation d'une partie du travail et d'une partie des récoltes. Donc nous, ce qu'on a toujours fait, c'est de racheter ces écarts de tri et de les faire transformer. Donc notre modèle, ça a été de s'appuyer sur des outils de transformation existants, sur un modèle de sous-traitance concrètement, avec divers pressoirs de la région Grand Est. On a souvent changé. Et voilà, c'est un modèle finalement qui nous a permis de nous développer. On est passé d'une référence qui était le jus de pomme. On a beaucoup de pommes aussi en Alsace. On est passé d'une seule référence qui était le jus de pomme à 11 références aujourd'hui. Donc on a vraiment une profondeur de gamme intéressante et ça nous a aussi amené à sortir de l'Alsace pour l'approvisionnement. Je pense que le meilleur exemple, c'est la gamme de jus d'agrumes qu'on fait. En fait, on travaille avec des coopératives en Corse. Il y a évidemment qu'en Corse qu'on produit de l'agrume en France. Et donc, ça nous a permis, par exemple, d'être la première entreprise à commercialiser des jus d'agrumes 100% français, puisque ça n'existait pas avant. Alors là, c'est une petite subtilité, mais je vais la donner quand même. C'est qu'il y a évidemment les fruits de bouche, les fruits de table à croquer et les fruits à jus. Donc nous, on travaille avec des fruits de bouche, des fruits de table. C'est là où il y a de l'écart de tri. Et c'est le cas avec, par exemple, les agrumes de Corse qui n'ont vocation, en fait, qu'à être dégustés. Et c'est vraiment là que le calibrage alimentaire se voit le mieux. C'est sur des produits qui n'ont pas vocation à être transformés à la base et où finalement la forme, l'aspect, etc. est capital dans leur capacité à se retrouver sur les étals de supermarché pour vraiment faire vite. Donc nous, on est arrivé sur l'AMI de la Banque des Territoires avec un projet de changement d'échelle. L'objectif étant de passer d'un modèle de sous-traitance à un modèle où on internalise la production. On est arrivé un petit peu sur notre activité à une espèce de plafond de verre, de par le fait qu'on sous-traitait. C'est pas juste une question de prix, même si évidemment c'est un sujet, c'est aussi une question d'organisation, de disponibilité des outils, c'est-à-dire qu'on avait tendance un petit peu à subir notre activité. On était contacté par exemple par un des producteurs avec lesquels on travaille qui va nous dire voilà messieurs, j'ai tel tonnage et nous derrière il fallait qu'on se débrouille pour avoir un créneau de production, pour avoir les bouteilles, pour avoir les étiquettes, pour avoir les choses. Finalement c'était très compliqué. Ça ne nous permettait pas toujours d'avoir une bonne anticipation de nos volumes et c'était une organisation qui était très complexe. En termes de distribution, et c'est là où on voit que le changement d'échelle va vraiment être important pour nous, en fait, on travaille déjà quasiment avec tous les canaux de distribution. Donc, on travaille vraiment avec la grande distribution, avec les supermarchés, avec des hypermarchés, avec des proxys. On travaille beaucoup avec le CHR, café, hôtellerie, restauration, et avec des établissements vraiment variés. On travaille avec la restauration collective. Et puis, on a vraiment une clientèle qui est très, très variée. Mais par exemple, pour travailler avec la grande distribution, il y a toujours deux manières. Soit on travaille en direct avec chaque magasin, et ça dépend aussi les groupes de leur manière dont ils sont organisés. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a aussi des groupes qui fonctionnent de manière très centralisée. Et là, pour pouvoir avoir accès aux centrales,
Et avoir accès aux centrales, très concrètement, ça veut dire donner accès à nos produits au plus grand nombre. Il faut être capable à un moment de suivre aussi en termes de volume. Il faut être capable aussi de présenter des garanties en termes de qualité. Enfin voilà, il y a tout un enjeu, hein, c'est l'agroalimentaire. Et donc nous, ce changement d'échelle doit nous permettre d'aller vers ça, d'aller vers une plus grosse capacité de production, d'être capable finalement de produire pour nous-mêmes, d'absorber plus d'écart de tri, mais aussi de diversifier finalement ce qu'on va être capable de faire. Je vous donne un exemple. Déjà aujourd'hui, on fait une marque de distributeur pour une enseigne de la grande distribution. Donc c'est un produit anti-gaspi, artisanal, enfin, qui présente exactement les mêmes qualités que le nôtre. Et finalement, nous, ça nous intéresse aussi de pouvoir faire ça parce que l'objectif, ça reste quand même de démocratiser l'accès à ce type de produit. Voilà. Donc, il y a vraiment tout cet enjeu-là derrière. Je pense que tout au long de la démonstration, j'aurai l'occasion de vous présenter aussi toutes les synergies qu'il peut y avoir, alors déjà de base sur notre activité, mais aussi avec ce changement d'échelle. Voilà. Donc, pour venir très concrètement à l'AMI, moi, je pense qu'il faut déjà commencer par la candidature. Rien que la candidature, de par la manière dont est fait le cahier des charges, de par la manière dont sont présentées les questions, ça nécessite d'arriver avec un projet qui est quand même déjà bien structuré, notamment sur la partie financière. Nous, c'était le cas, ça faisait déjà 6-8 mois qu'on bossait dessus. Donc, finalement, ça a été aussi un bon exercice pour nous de retraduire et de reformuler notre projet pour qu'il rentre, entre guillemets, dans les cases du cahier des charges. Donc, il y a aussi un effet un peu structurant, ne serait-ce que dans le fait de candidater. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, évidemment, un travail de synthèse, de mettre tout de côté. Parfois, on a un peu la tête dans le guidon, on voit bien toutes les opportunités, etc. Mais c'est bien aussi de se dire, il y a les cases partenaires, cases impact, et on décline les choses. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Bon, nous, on a eu la chance du coup d'être lauréat. On en est très content parce qu'avant même l'étape d'ingénierie dont je parlerai, ça permet de crédibiliser notre démarche. Parce qu'évidemment, notre démarche, on la porte pas que auprès de la Banque des Territoires et pas que dans le cadre de cette AMI. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des cofinanceurs ou des structures qui ont été citées ou qui sont présentes aujourd'hui avec lesquelles on était déjà en lien. Je pense à l'URSCOP, je pense à la CRES en Alsace, je pense à Alsace Active, donc France Active, toujours en local. Donc toutes ces structures, évidemment, on était déjà en contact avec elles. Et donc, quand on dit qu'on est lauréat finalement de cette AMI, ça vient crédibiliser un peu plus le projet. On le voit aussi, par exemple, nous, on a des enjeux très concrets, très matériels. Qui dit changement d'échelle dit qu'il faut trouver des locaux, il faut s'implanter quelque part, il faut identifier un parc machine. Par exemple, nous, dans la recherche des locaux, vu qu'on est finalement sur un exercice d'équilibriste, parce que vous arrivez et vous cherchez à sécuriser des locaux sans avoir le financement de votre changement d'échelle. Donc, à un moment, il faut aussi que ce type d'interlocuteurs, des bailleurs, ou etc., se disent, bon, leur projet, il est solide, je vois bien que ça va prendre peut-être un peu plus de temps qu'avec une entreprise qui vient et qui peut signer tout de suite, mais derrière, ils ne sont pas tout seuls. En l'occurrence, moi, j'ai souvent mis en avant le fait qu'on était lauréat, qu'il y avait cet accompagnement, et je pense que ça joue forcément en notre faveur. Sur la partie apport en ingénierie, alors nous, on en sort. C'était vraiment sur le mois d'avril là, que ça s'est joué. Là aussi, petite parenthèse pour dire que nous, on est sur un délai très court entre le moment où on a été lauréat et le moment où on doit concrétiser les choses. Et tous nos interlocuteurs au niveau de la Banque des Territoires et de l'AMI ont bien conscience de cet enjeu-là. Et moi, j'ai été vraiment agréablement surpris de la vitesse finalement, une fois qu'on a passé les différentes étapes, à laquelle on est capable d'organiser la venue des divers consultants, de l'accompagnement, d'avoir des temps réguliers. Donc, c'est vraiment utile et structurant, comme je le disais. Sur l'apport en ingénierie, nous, très concrètement, ça a pris deux formes, deux types d'accompagnement différents. Il y a vraiment un challenge global de la stratégie, de notre approche commerciale, ce qui permet, encore une fois, parce qu'évidemment, entre le moment où on candidate et il y a 6 mois qui passent et le projet il évolue, il se passe des choses. Donc c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui nous permet de re-bien cadrer les choses, de nous challenger aussi, évidemment. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être compétent forcément toujours sur tous les sujets. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir aussi l'identifier. Alors nous, c'est aussi un travail qu'on fait en interne, mais là, ça permet de le voir. Et très concrètement, nous, on a eu la chance là, du coup, d'avoir un bureau d'études aussi qui peut intervenir
vraiment sur des choses très concrètes. C'est-à-dire que nous, on change d'échelle, on installe un atelier, on veut travailler avec les acteurs de la grande distribution, il faut qu'on soit dans des normes d'hygiène de qualité qui sont élevées, il faut qu'on ait un schéma d'implantation qui fasse sens, qui nous permettent de nous projeter dans notre activité pendant plusieurs années. Donc, il faut vraiment se poser beaucoup de questions qui sont bien au-dessus des questions qu'on a pu se poser jusqu'à maintenant. Donc, finalement, avant même d'avoir changé d'échelle, il faut déjà qu'on ait anticipé notre organisation du changement d'échelle. Et ce bureau d'études permet très concrètement de nous aider à schématiser les choses, à avoir une réflexion aussi technique. On n'a pas toujours les compétences techniques dans notre équipe, dans une entreprise. Donc ça nous permet vraiment d'avancer. Et c'est hyper intéressant et très concret. Par rapport à la communauté des lauréats et par rapport à ceux que vous avez cités tout à l'heure, oui, il y a clairement des synergies à aller chercher. Alors bon, nous, vu qu'on est vraiment dans le concret de notre changement d'échelle, c'est vrai que les derniers temps, j'avais moins le temps d'aller chercher ces synergies-là, quand bien même, vous avez cité notamment Pure, etc., qui est un autre acteur strasbourgeois, qui est même un peu bien plus gros que nous. Mais il y a des synergies à aller chercher. Nous, on est en train de réfléchir. Donc eux, ils sont aussi en train de changer de modèle. Ils partent de la restauration, ils vont plus vers la distribution de produits. Il y a vraiment une concordance de valeurs et d'approches sur les produits qu'on veut proposer. Bon, voilà, on réfléchit à des packs, à des packs communs qu'on pourrait proposer en snacking, à une communication commune, à tenir des stands en commun, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Nous, on vient vraiment du conventionnel. L'anti-gaspi veut que, dès le départ, on ne se soit pas dit on va pas faire que du bio. On va évidemment aller aussi auprès des producteurs qui sont dans le conventionnel et qui ont aussi des problématiques d'écart de tri. Pour autant, on a cette volonté d'aller vers la bio. On a déjà travaillé avec des producteurs qui étaient en transition. Donc, on a, entre guillemets, accompagné cette transition. Et puis, maintenant, ils sont en bio, donc on peut être en bio. Pure, etc., à l'inverse, est vraiment un réseau bio par définition, moins dans le conventionnel. Bon, rien que là, je veux dire, il y a des ponts à faire. Dans des aides à aller se donner sur la manière de rentrer dans ces réseaux spécialisés ou pas. Voilà, donc ça, c'est très intéressant aussi. Sur la partie financement, puisque je disais, nous, très concrètement, là, on arrive dans la concrétisation des choses. Nous, aujourd'hui, vraiment un pool d'acteurs institutionnels ou semi-publics, comme la Banque des Territoires, comme l'URSSCOP, comme France Active, j'avais envie de dire, c'était nécessaire pour nous parce que, étant une société coopérative, ayant le modèle qu'on a et ayant notre approche sur l'entrepreneuriat aussi, on n'intéresse pas forcément les fonds d'investissement classiques. Et je le dis vraiment parce que j'en ai rencontré beaucoup quand même sur les derniers 18 mois. Et finalement, le constat est quand même toujours le même, c'est que le modèle coopératif, puisque dans sa définition, il valorise plutôt le travail et pas trop l'actionnariat, c'est beaucoup plus difficile de lever des fonds sur mode start-up, entre guillemets, comme disait M. Vigneron tout à l'heure. Il n'y a pas cette notion de valorisation, etc. Nous, une action, elle aura toujours sa valeur nominale. Donc, c'est vraiment l'activité, quelque part, la pérennisation d'une activité à aller soutenir, plus que vraiment cette notion de scaler, d'exploser. Nous, dans un premier temps, notre objectif, c'est d'installer un atelier de transformation, de créer les emplois qui vont avec, d'aller chercher les volumes qu'on est capable de faire, de créer les synergies qu'on peut créer, en lien avec tous les acteurs de l'écosystème dont je pourrais parler, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, l'objectif, c'est pas forcément de devenir le nouveau Andros ou le nouveau Innocent. C'est aussi intéressant d'avoir des interlocuteurs qui ne s'arrêtent pas, entre guillemets, à ça, parce que même les fonds d'investissement à impact ont quand même cette grille de lecture qui est, pour nous, en tout cas, bloquante, quoi. Donc nous, aujourd'hui, le tour de table, c'est vraiment principalement ces acteurs que je vous ai cités et le concours bancaire, évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on cherche environ 1 million d'euros. Sur ce 1 million d'euros, il y a une bonne moitié qui sera liée à des choses matérielles, l'équipement, la ligne de transformation, voilà. Il y a une partie qui est matérielle, qui peut être liée au matériel, qui vont vraiment être des travaux. Il va falloir aménager tout le local, il va falloir créer des saignées pour pouvoir avoir des évacuations d'eau, il faut installer des cuves. Il y a tout un travail aussi d'installation, de démantèlement des machines. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est intéressant aussi. Nous, on part sur un parc machine d'occasion.
Pourquoi? Déjà parce qu'il y a toute l'histoire de la reprise d'un atelier qui est déjà existant, qui a 35 ans d'existence. Donc on fait aussi la transition finalement entre une activité artisanale historique de la région et la vision que nous on porte, avec cette transition aussi de vraiment la campagne vers la ville, puisque nous on va s'installer avec un atelier de transformation dans l'Eurométropole, ce qui est aussi quand même un grand changement par rapport à cette approche-là. Donc voilà, on arrive vraiment au moment de ce tour de table qu'on est en train d'organiser et on y arrive en ayant été accompagné alors par la Banque des Territoires et aussi par d'autres accompagnements complémentaires que les collectivités, par exemple, peuvent proposer. Nous, la région Grand Est propose énormément de choses. Donc moi, je suis allé chercher ça et ça a permis d'avoir vraiment beaucoup de, comment dire, de regard externe à un moment clé du projet. Ce qui fait que là, en arrivant autour de table et en arrivant au moment de la concrétisation, on est serein. On sait très bien que le pas, il est grand, mais on a été accompagné et on s'est fait structurer. Et donc, c'est hyper intéressant. Voilà, dans un premier temps, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et puis, si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'on a des questions déjà dans le chat? Alors, il y a une question, mais qui n'est pas en lien avec votre projet. Je suis désolée. C'est pas grave. Je vais commencer par là. Le temps que les autres viennent. Le temps que les personnes vous posez des questions. Du coup, c'est une question aussi pour Agnès, forcément. Est-ce que les projets d'éducation et de formation à l'alimentation qualité et de proximité, est-ce que ça rentre dans le champ de l'AMI? Alors, c'est un des critères, mais uniquement sur cette thématique, je ne pense pas. D'accord. Il faudrait que ça soit lié Voilà. pour un support. Ouais. Monsieur Tourmulière, par rapport à votre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui. Comme ça, on verra comment on peut travailler sur peut-être le projet que vous souhaiteriez soumettre. Est-ce que par rapport à la présentation de Monsieur Pris, est-ce que ça vous inspire des questions ou des commentaires? N'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Du coup, moi j'ai une question à vous poser par rapport à votre projet, justement, quand vous dites que vous avez aussi eu des supports aussi, des appuis, par exemple, de la région, est-ce que c'était en termes d'ingénierie ou de financement, subvention ou pas? Parce que ça me fait penser à la question d'une des personnes sur l'aspect subvention. Ouais. Alors, c'est les deux. En fait, nous, en l'occurrence, pour le nommer, en gros, je suis allé chercher un outil qui s'appelle le diagnostic usine du futur, donc qui est proposé par la région Grand Est, et ça prend la forme d'abord d'un accompagnement. Donc vraiment d'un diagnostic. Vous avez 3-4 consultants qui vont intervenir sur la partie commerciale, sur la partie environnement au sens large, sur la partie IT aussi. Alors ça, par exemple, c'est un sujet de tous les chantiers qu'on avait, c'est celui quelque part qu'on avait le plus sous-estimé. Et c'est bien normal parce qu'en fait, quand on est dans notre échelle à nous, on ne se pose pas des questions d'automatisation, de protection des données, de contrôle de la marge en ayant les informations sur les machines. Et pourtant, demain, on aura un outil qui sera quand même conséquent. Et ce sera important qu'on soit capable, par exemple, de se dire, en octobre, on a fait tant de litres de telle référence et on a consommé tant d'énergie. Et donc, on sait que ça nous coûte tant. Et ça, c'est des choses qu'il faut être capable de mesurer. Et c'est ce type de diagnostic qui permet de se poser ces questions-là. Et puis très concrètement, alors c'est pareil, ça va avoir lieu là prochainement, les restitutions, mais au moment de la restitution sont présents du coup des décideurs aussi de la région, et l'objectif c'est évidemment que de ce diagnostic émergent des recommandations et potentiellement de ces recommandations des accompagnements financiers. Donc typiquement, moi j'espère que d'une manière ou d'une autre on pourra être soutenu aussi, et pour le coup là c'est vraiment de la subvention généralement sur ces parties-là. Parce que quelque part, ça rajoute des investissements qu'on n'avait pas prévus aussi, qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui effectivement sont pertinents. Donc voilà, moi je ne sais pas exactement encore ce que ça va donner, mais c'est un peu l'objectif de partir d'une ingénierie et d'arriver potentiellement sur de la subvention. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous avez approché directement les producteurs ou est-ce que vous êtes passé par les organismes représentant ces producteurs?
Alors, nous, historiquement, on a vraiment toujours travaillé en direct avec les producteurs. Qui ont d'ailleurs vocation, pour les plus anciens d'entre eux et avec lesquels on a le plus travaillé, à rejoindre la coopérative, là, de manière imminente, au moment de créer cet atelier, puisque, comme je l'expliquais un petit peu, aujourd'hui, ce sera plus juste moi moche et bon, ce sera l'outil de transformation qui est coopératif et qui a vocation du coup à faire plein de choses. Mais pour vous répondre, nous on travaille généralement en direct avec les producteurs, ça nous arrive aussi de travailler en direct avec des coopératives, et les deux cas de figure sont arrivés. Soit c'est nous qui sommes parfois allés chercher certaines coopératives parce qu'on avait envie de développer telle ou telle référence, soit, et c'est quand même ça la majorité des cas, c'est plutôt des producteurs directement qui nous ont contactés parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont entendu parler de ce qu'on faisait. Là, le côté local aussi joue énormément. Enfin voilà, c'est des écosystèmes, les producteurs se connaissent entre eux aussi. Et donc, on a été aussi contactés, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de continuer à développer, que les gens nous identifient comme des bouchers. Que les producteurs se disent, mince, moi j'ai des écarts de tri sur mon produit, je ne sais pas comment les valoriser. Bon, bah, il existe ce débouché-là. Il en existe d'autres. Rien que dans les lauréats, vous avez déjà un autre projet qui fait autre chose avec de l'écart de tri, qui fait de la restauration, enfin de la découpe pour de la restauration collective. Enfin, il y a de la place largement pour tout type de projet là-dessus, d'autant plus si ça se fait en local. Voilà. Ouais. Moi, j'avais une question. Donc, vous avez lancé votre activité en 2017 et à ce moment-là, elle a eu des aides pour la création. Est-ce que vous avez directement créé en coopérative? Alors, pour tout vous dire, moi, j'ai rejoint la structure il y a 2 ans, donc j'étais pas là à la création. J'ai notamment rejoint la structure pour aider justement ce passage-là. Je connaissais bien les fondateurs parce que dans une autre vie entrepreneuriale, on avait fait des choses ensemble. Donc pour vous répondre, il me semble que c'était donc initialement, moi moche et bon, c'était un projet étudiant de l'EM Strasbourg. Donc vraiment dans les dispositifs de l'école où il y avait de l'entrepreneuriat interne. Et en fait, ils ont fait une campagne de crowdfunding qui leur a amené, je ne sais plus, c'était peut-être 9 000 €. Et avec ça, ils ont commencé. Et oui, c'était tout de suite une société coopérative parce que la juriste qui était dans la boucle finalement était vraiment portée là-dessus et a vu l'opportunité de la créer. Par contre, si je suis totalement transparent avec vous, c'est qu'aujourd'hui, finalement, qu'on va vraiment aller au bout du modèle coopératif, parce que aller au bout du modèle coopératif, c'est bien sûr intégrer les parties prenantes dans la structure. Et ça, par exemple, jusqu'à peu, ce n'était pas encore forcément le cas. Donc, ce qu'il y avait de coopératif, c'est, je pense que beaucoup connaissent le fonctionnement d'une SCIC, mais pour le dire en 2 mots, c'est encore une fois la manière dont on mesure la valeur de l'actionnariat. Enfin, l'action, elle a sa valeur nominale et elle la gardera toujours. C'est une manière de protéger, moi je trouve en tout cas que c'est une excellente manière de protéger la pérennité d'une entreprise, puisque vous êtes statutairement on va dire obligé, mais bon, tout le monde est d'accord pour le faire à la base, sinon on ne crée pas une SCIC, d'un réinvestir au moins 57,5% légalement, donc ça peut être plus, de tous les bénéfices dans l'entreprise. Donc ça évite que finalement les bénéfices partent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et après, ça a vraiment été une petite entreprise locale qui s'est développée et puis qui a réussi, comme je le disais, finalement à rentrer un peu dans tous les canaux parce que les gens avaient cette sensibilité de se dire, tiens, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les produits locaux, il y a quelque chose. Et je dirais que c'est en train de s'accélérer vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que nous, on va vers ce projet-là. Et à titre d'exemple aussi des opportunités qu'on peut essayer d'aller chercher maintenant, on est en discussion avec des enseignes de la grande distribution pour faire des volumes vraiment intéressants en anti-gaspi. Et nous, comme je le disais, ça nous va très bien. L'objectif, c'est pas juste de développer une marque, c'est vraiment d'absorber de l'écart de tri, de le transformer et de faire en sorte que les gens puissent acheter des produits de ce type-là. Parce qu'en fait, et ça, pour terminer là-dessus, on n'a rien inventé, hein. Je pense que les producteurs de pommes pressent leurs pommes moches parce que s'ils ont un outil à disposition ou s'ils ont leur propre outil depuis longtemps, c'est juste que c'est un jus ou des produits que vous allez vraiment retrouver à la ferme en ultra local et que vous n'allez pas retrouver typiquement dans les circuits de distribution où vont s'alimenter la plupart des gens. Donc nous, l'objectif, c'est aussi de faire ce pont entre des consommations ultra locales et la grande distribution où malheureusement, vous trouvez encore trop de produits trop transformés ou de qualité moindre, quoi.
avec un enjeu évidemment tarifaire qui est important. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas d'ailleurs pour ce témoignage et la clarté de vos propos. Ben, Et bonne poursuite, continuation à Moi Moche et Bon dans son développement. merci. Je vous propose maintenant de passer à la dernière étape du webinaire et complémentaire parce qu'on va aborder les outils bancaires qui peuvent être complémentaires à l'outil dont on a parlé, l'AMI qui vient plutôt, on l'a dit, renforcer la partie haut de bilan. Et donc là, je propose à Mélina et Marion de nous faire un petit zoom sur quelques outils de la Banque Postale. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Donc Mélina et moi sommes en charge à la Banque Postale de l'accompagnement des associations et des autres structures de l'ESS sur la région des Pays de la Loire. Nous allons maintenant vous expliquer en détail en quoi cet accompagnement consiste. Donc, il se décline autour de 3 principaux besoins. Donc, les crédits, avec le financement des besoins d'investissement ou de trésorerie, les placements, avec l'optimisation de la trésorerie selon la durée d'immobilisation souhaitée et votre appétence au risque, et les flux, donc avec la gestion des entrées et des sorties de fonds. Ça peut être par exemple le suivi des comptes, la gestion des opérations courantes, la mise en place d'outils de gestion de prélèvement, des terminaux de paiement en ligne, à partir d'un site marchand par exemple. Donc, voyons maintenant en quoi la Banque Postale apporte une solution bancaire différenciante. En quoi elle apporte une solution bancaire différenciante. Donc, comme ça a été dit en propos introductif par Jean-Marc Ducimetière, à la Banque Postale, la RSE est au cœur de notre action au quotidien. Donc, concrètement, cette ambition se traduit par l'obtention du statut d'entreprise à mission depuis le mois de février dernier. Nous sommes évidemment très fiers d'être la première banque française à avoir obtenu ce statut. Et cela nous oblige à suivre cet engagement citoyen à la fois dans nos démarches au quotidien, que ce soit en interne auprès des collaborateurs, ou bien dans nos outils à destination de nos clients, donc les entreprises, les associations et les collectivités. La Banque Postale a également été la première banque à voir 100% de ses fonds de placement labellisés, donc ISR, Investissement socialement responsable. Ce label exige une vigilance accrue sur la composition et la destination de nos actifs et nous engage à faire vivre en acte une finance durable. À titre d'exemple, la Banque Postale Asset Management, qui est la filiale de la Banque Postale, qui est donc gestionnaire de l'épargne des Français via le réseau de la Banque Postale, et donc pionnier d'ISR, s'est installé récemment dans son nouveau site de Morlan, en plein cœur de Paris. En investissant un espace conçu selon les meilleurs standards environnementaux, cette filiale fait le choix d'un site en cohérence avec ses valeurs. Autre témoin de cette ambition, toutes nos expertises intègrent les enjeux extra-financiers dans le cadre d'une gestion performante, transparente et engagée. Gage de cette transparence, le détail de nos fonds est disponible en ligne à la consultation pour le plus grand public. Et enfin, 3e point, attestant que la RSE est partie prenante de notre accompagnement au quotidien. Depuis 2021, pour marquer notre volonté de financer les investissements à impact, notre gamme s'est enrichie de prêts spécifiques, donc le prêt vert et le crédit à impact, que nous vous détaillerons juste après. Donc, classiquement, les crédits moyen-long terme permettent de financer l'acquisition de locaux, de terrains, de travaux d'aménagement, l'équipement de matériel ou de machines. Et si ces investissements répondent à certains critères sociaux ou environnementaux, ils peuvent entrer dans le cadre d'outils de financement spécifiques tels que les prêts verts ou les crédits à impact. Donc, brièvement, le mécanisme du prêt vert proposé par la Banque Postale, si votre structure cherche à financer un investissement qui est ancré dans la transition écologique, la Banque Postale va utiliser les fonds qu'elle aura levés précédemment via des obligations vertes, les green bonds, pour ensuite les affecter à ce financement. Et en contrepartie, votre prêt pourra bénéficier d'un taux d'intérêt minoré. Le crédit à impact, il est donc complémentaire au prêt vert. C'est un crédit moyen-long terme qui présente une variation du taux en fonction de l'atteinte ou non des objectifs ESG. Donc ESG signifiant environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il permet de financer des projets qui ne sont pas uniquement environnementaux, tout en s'engageant pour la société et l'environnement. Et ces critères extra-financiers à dimension ESG doivent être définis au préalable entre le client et la banque.
Ce peut être par exemple le pourcentage de valorisation des déchets, les rejets en tonnes de CO2, le taux de fréquence d'accident du travail. Et ces critères sont ensuite examinés chaque année par la banque pour réajuster le taux de l'emprunt. Nombreuses sont les entités de taille moyenne à s'y intéresser aujourd'hui. Pour l'association ou l'entreprise qui y a recours, ce crédit à impact peut ensuite être mis en avant dans sa communication externe autour de sa propre démarche RSE. Il peut également lui permettre de soumissionner à certains appels d'offres qui l'exigent désormais. Donc, nous avons évoqué le financement des investissements. Maintenant, en ce qui concerne votre trésorerie au quotidien, la Banque Postale propose des solutions, nous apportant une certaine souplesse pour faire face à des décalages de trésorerie. Si vous bénéficiez notamment de subventions de fonctionnement ou d'investissement, par exemple suite à un appel à projet ou dans le cadre d'un projet immobilier, mais que le versement de ces fonds tarde à arriver, l'avance sur subvention vous permet de disposer de toute ou partie de la somme, et ce, dès notification de l'accord de subvention. Donc l'avantage pour vous est une mise en place simple et l'ajustement au plus près de vos besoins. À noter que vous pouvez accéder à ce dispositif dès lors que vous percevez plus de 100 000 € de subventions par an. Maintenant, si votre association se retrouve à l'inverse avec des excédents de trésorerie, les solutions de classement proposées par la Banque Postale sont réellement différenciantes. Donc, après avoir fait le point ensemble sur la capacité de votre structure à immobiliser une somme sur une durée plus ou moins longue, nous examinerons également votre appétence au risque. Et pour cela, tous nos fonds sont classés sur une échelle de risque allant de 1 à 7, qui prennent en compte notamment la composition de chaque support. Vous pourrez ensuite choisir de flécher votre épargne selon vos affinités pour soutenir certaines filières en particulier. Ça peut être autant dans le domaine de l'agriculture, l'alimentation durable, que dans l'économie circulaire ou l'inclusion. Et cette traçabilité permet de donner un vrai sens à votre épargne et vous offre également l'occasion de contribuer à une finance plus juste et plus responsable. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette présentation, en espérant qu'elle ait été claire et que ça vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur la Banque Postale. Nous avons une réelle volonté d'accompagner au quotidien les structures qui œuvrent dans le champ de l'ESS et notamment dans la transition alimentaire. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez, et puis nous redonnons la main à nos partenaires de la Grèce. Merci beaucoup pour ce zoom sur quelques outils voilà, qui vous semblaient les plus pertinents à présenter aujourd'hui pour venir en complément de l'AMI et soutenir les projets. Bien entendu, vous aurez aussi, vous n'avez pas eu le temps de tout intégrer, les informations, les liens que nous allons vous envoyer par la suite. Est-ce qu'il y avait quelques questions sur le volet outils bancaires ou est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent se manifester en levant la main ou en prenant en direct la parole? C'est également possible. Spécialement. Ok, bon, et ben, en tout cas, merci pour cette présentation. Merci aux différents intervenants de ce webinaire. Juste un petit rappel donc, sur la prochaine échéance, si vous voulez candidater à l'AMI, donc qui sera fin septembre, mais voilà, il ne faut pas attendre fin septembre pour travailler le dossier de candidature. Donc, si jamais ça vous a inspiré, ou vous souhaitez avoir des informations complémentaires, ben, je vous invite à revenir vers nous. Et puis de notre côté, on vous renvoie donc le lien vers le replay, la présentation et puis quelques documents complémentaires. Voilà, est-ce que quelqu'un souhaite faire une dernière minute pour se manifester si vous avez quelque chose qui vous brûle la langue, il y a une question. Et sinon, en tout cas, merci à toutes et tous pour votre participation et puis bonne journée à vous. Merci. 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 Au revoir.